ce qui reste. Chapitre 1. La salle d'audience sentait à la fois la paperasserie et l'attente, comme si chaque matin on venait chercher la vérité. Et chaque soir repartait avec des formules toutes faites. Je suis entrée le dos droit comme on m'avait appris dans cette école catholique lointaine. Bien que depuis longtemps, se tenir ainsi soit devenu pour moi un défi, non un réflexe. Entre mes mains, une enveloppe, la fameuse. Dedans, tout ce qu'était ma vie, des papiers bien ordonnés, quelques photos d'école, des certificats de fièvre à 38,7 degrés. Tous en marche silencieuse vers une seule décision. Assis sur le banc d'en face, Laurent, mon fils. J'ai été frappée par combien il paraissait vieilli, rides au coin des yeux, cheveux striés de gris. Mais ce n'était pas ça, le plus effrayant. C'était le vide dans son regard. Il n'était plus l'enfant que j'avais élevé. Quelqu'un d'autre, craintif de ses propres pas. Quelqu'un d'autre, silencieux, les épaules rentrées, accompagné d'un avocat qui agitait les mains comme un chef d'orchestre, orchestrant la culpabilité d'un autre. Le juge, Monsieur Morrison, un homme au visage fatigué, aux yeux encore humains. Il feuilletait les dossiers, prit quelque chose, releva les yeux. « Madame Renaud, êtes-vous prête à remettre ces documents au tribunal ?» Sa voix était douce, légèrement rauque, de celles qui prononcent des vérités et rarement des platitudes. J'ai hoché la tête, me suis levée, toute la salle l'a vu. Mes mains tremblaient, non de peur, de tension. J'avais porté tout ça en moi trop longtemps. L'enveloppe effleura le bois du bureau, comme si un seau venait de claquer. La vérité sortait de l'ombre. « Monsieur le juge, dis-je, dans cette enveloppe, il n'y a pas seulement des certificats médicaux ou des bulletins scolaires. Il y a 15 années. 15 années sans fils, avec des petits-enfants, avec des dettes, des machines à laver cassées, des nuits d'angoisse, des fièvres, tout ce qu'aucun homme dans cette salle n'aurait supporté. S'enfumer ou s'enfuir, comme il l'a fait, dis-je, désignant Laurent du regard. L'avocat se redressa, mais le juge leva la main. « Asseyez-vous, maître Giraud. Je veux entendre Madame Renaud. » Au fond de la salle, sur les bancs. Mes 3 petits-fils, Daniel, grand comme son grand-père, la mâchoire serrée, les mains jointes. Marc, le regard fuyant, le téléphone à la main, comme s'il aurait préféré swiper sur TikTok plutôt que d'être là. David, le plus jeune, les yeux déjà sévères, comme ceux de sa mère. Il me regardait, et dans ce regard, tant de douleur, que j'aurais voulu le recouvrir de douceur, comme avec une tasse de thé chaud quand on a froid. 15 années, continuai-je. J'ai fait la soupe, massé des dos brûlants, collé des devoirs à 2 heures du matin, emmené Daniel à ses Olympiades, Marc aux urgences après sa chute à vélo, David chez le psy scolaire, quand ces nuits le rendaient fou. Et lui, où était-il ? Demandai-je sans crier, mais la voix d'acier. Laurent détourna le regard. L'avocat, lui, se débattait entre ses papiers et le juge. Il prétend que je les ai enlevés. Non, monsieur le juge, je les ai sauvés de la solitude, du silence qui ronge un enfant quand il appelle papa, et n'entend que le bourdonnement d'un vieux réfrigérateur. Le juge s'inclina légèrement en avant. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Je pris une grande inspiration. Regarde Laurent. « Oui, je ne suis pas une sainte. Je n'ai pas toujours su ce qui était juste. J'ai pleuré dans la baignoire, pensant que je n'y arriverais pas. Mais je n'ai jamais, vous m'entendez, jamais, regretté qu'il soit là. Même quand, à partager, il ne restait qu'un morceau de pain dur et le dernier sachet de thé. Le silence s'abattit sur la salle. Seules les horloges au mur faisaient ce tic-tac, comme un cœur hésitant entre battre encore ou se taire pour toujours. Le juge feuilleta ses papiers, puis regarda l'avocat. « Nous allons entendre l'avis des enfants. Mais avant cela, je voudrais vous demander, Madame Renaud, accepteriez-vous de céder la garde si tel était le verdict du tribunal ?» Je me tournai vers mes petits-fils. Dans leurs yeux, une lumière fragile, une lumière qu'ont ceux qui ont le plus peur de perdre ce qu'ils tiennent depuis si longtemps. Eux, tout ce qu'il me reste. « Non, monsieur le juge, dis-je avec calme, mais je suis prête à accepter un verdict honnête. Pas pour des papiers, pour 3 garçons merveilleux, qui sont devenus des hommes non par la loi, mais par l'amour. » Chapitre 2. Le juge ouvrit l'enveloppe comme on entr'ouvre un coffret ancien, avec une précaution mêlée de respect, comme si ce qu'elle contenait pouvait brûler les doigts ou réchauffer le cœur. Et, d'une certaine manière, il avait raison, car ce n'était pas que du papier. C'était une vie. Classée par date, oui, mais qui portait encore l'odeur de la purée de pommes de terre, de la pommade d'apothicaire et du gâteau que Georges avait oublié au four. Voilà ce que sent l'amour quand on l'archive. Première attestation. David, angine, 2014. Lut l'assistant du juge. Mais moi, j'étais ailleurs. Pas assise sur mon banc. J'étais cet hiver-là, dans notre salon,
quand David, la fièvre au front et les joues en feu, se réveillait la nuit comme un petit hibou en détresse. « Mamie, tu vas m'abandonner, toi aussi? Comme papa ?» Je m'étais assise sur le sol, tout près de lui, frottant doucement ma joue contre son front brûlant. « Si jamais je te lâche, mon cœur, ce sera dans un tas de couvertures et de bisous. » Il avait pouffé, puis pleuré, mais des larmes légères, de celles qu'on pleure quand on se sent enfin en sécurité. Vint ensuite un diplôme. Marc, meilleur jeune électricien de sa classe de 7e. La photo était collée de travers, comme la vie, souvent. On y voyait Marc dans le vieux pull de Georges, avec dans les yeux une fierté pure, une pince dans la main. Et à l'arrière-plan, la voix de mon mari. « N'aie jamais peur du courant, Marc. Ce qu'il faut craindre, ce sont les prises vides. » Et les mots creux. Il fabriquait un lampion dans le jardin derrière la maison. Georges expliquait le contact. Marc écoutait, fasciné, comme d'autres enfants le sont par les fusées. Marc n'avait pas de fusée, mais il avait un grand-père. 2 mètres de chaleur, l'odeur du tabac de pipe, et une rigueur douce qui rendait tout plus calme. Ensuite, Daniel, concours de biologie 2017. 3e place, catégorie régionale. Le juge tournait les pages. Mes garçons baissaient les yeux un à un. Ils se souvenaient, mais avaient oublié qu'on pouvait prouver tout cela. Par des papiers, par des photos, par des traces. Daniel avait toujours été têtu, comme Georges, comme moi. Il étudiait les cellules à la lampe torche sous les draps parce que je lui avais dit « Tu peux y arriver, je crois en toi. » Et quand une grand-mère croit, comment ne pas tenter ? « Et ceci ?» dit le juge, levant un découpage de journal. Une femme de Vanves élève seule ses 3 petits-fils et aide un refuge pour animaux. Sur la photo, moi, tenant un chiot aux pattes fragiles nommé Napoléon. Un chiot devenu le plus doux des labradors, qui dormait sur le tapis de David quand ses nuits se décomposaient en insomnies adolescentes. Ce n'est pas un document officiel, mais, à mon sens, important, murmura le juge, posant l'article de côté. Je souris. Mes lèvres tremblaient, non de peur, mais de souvenir. Georges, ce jour-là, tenait ce journal comme un diplôme. Il avait lu chaque mot à haute voix, comme un discours présidentiel. Puis il avait dit « Voilà, maintenant c'est officiel, on est de bonnes gens. » Il était déjà malade, mais il plaisantait encore. 2 mois plus tard, il n'était plus là. La dernière pièce du dossier, une lettre du psychologue scolaire. Les enfants présentent un haut niveau d'empathie et une bonne adaptation sociale, malgré les circonstances. Le foyer est stable, soutenant, chaleureux. Le juge ne dit rien. Il replia lentement les documents. Comme on referme un album après l'avoir parcouru sans sauter une seule page. Il me regarda droit dans les yeux. Tous ces documents sont recevables. Et je vais vous dire une chose. Il fit une pause. J'aimerais que mes enfants me présentent un jour ce genre de preuve. Pas dans un classeur. Dans leur cœur. Un léger sourire se propagea dans la salle. Même l'avocat de Laurent eut un rictus, timide. Seul mon fils resta impassible. Peut-être qu'il ne se souvenait pas du gâteau brûlé. Ou qu'il ne voulait pas. Le juge posa ses lunettes et regarda par-dessus, comme un vieux maître d'école avant d'interroger un élève. Je reconnaissais ce regard. Georges le faisait aussi, quand David, à 5 ans, avait déclaré qu'il partait vivre tout seul avec un pyjama et du fromage. Chapitre 3. Maintenant, je voudrais entendre l'avis des jeunes eux-mêmes, dit le juge. Un silence glissa dans la salle comme un drap sur un lit vide. Ce genre de silence qui précède un orage. L'air était suspendu, dense, chargé de ce qu'on ne dit pas, mais qu'on ressent dans chaque battement de cœur. J'ai croisé les mains sur mes genoux, pas par peur, par respect, parce que mes garçons, les miens, allaient dire à voix haute ce que moi je n'avais jamais osé formuler, et peut-être ce que je n'avais jamais eu le droit de dire. Le premier à se lever fut Daniel, l'aîné, 20 ans, droit comme son grand-père, mâchoire crispée, main de chirurgien, voix de vérité même quand il annonçait « c'était un accident ». Il avança, regarda le juge et dit « Monsieur le juge, nous ne sommes pas des victimes, ni des enfants abandonnés. Nous sommes les petits-fils de Rachel Renaud. Et cela, ça veut tout dire. » J'ai senti l'air me manquer. Mon garçon. Il m'a regardé. J'ai avalé ce nœud qui me bloquait la gorge. C'est un tribunal, pas une scène. Mais parfois, la frontière est mince. On n'a pas manqué d'un père, parce qu'on avait Georges. Il nous a appris à tenir notre parole, à nettoyer un poisson, à respecter les femmes. Et honnêtement, il s'en sortait mieux que certains ici. Pause.
Quelqu'un a toussé. Moi, j'ai serré le poing, pour ne pas applaudir. Je ne déteste pas Laurent. Il n'a juste jamais vraiment fait partie de ma vie. Il haussa les épaules. Il est comme une vieille lettre. Tu reconnais l'écriture, mais tu ne comprends plus le sens. Il se rassit. Moi, je me suis accrochée, même si le nœud dans ma gorge avait maintenant la taille d'un caillou. Merci. Maître Marc ? Demanda le juge. Marc bondit, comme s'il avait été appelé au tableau. Je serai bref, monsieur le juge. J'aime pas les longs discours. Évidemment. Marc, tranchant comme une lame. J'avais peut-être 6 ans. J'étais malade, forte fièvre. Je me souviens avoir déliré et demandé « Où est papa ?» Il fixa le juge. Et mamie répondait « Il est en déplacement ». J'ai cru, parce que j'en avais besoin. Mais avec le temps, j'ai compris. Un déplacement qui dure toute une vie, ça s'appelle un vertige ou un mensonge. Un léger rire étouffé s'éleva. Même le juge esquissa un sourire. Laurent, lui, baissa les yeux. Je ne sais pas pourquoi il est revenu. Peut-être pour réparer, peut-être pour l'héritage. Mais comme disait papy, si des excuses réparaient les prises électriques, j'aurais jamais pris le jus à 9 ans. Rire. Même moi, j'ai dû cacher un sourire derrière ma main. Je ne dis pas qu'il ne doit jamais être là, mais seulement s'il vient sans costume. Pas comme un père parfait, juste comme un homme. Honnête, présent et sans discours. Il se rassit, me regarda. Je le regardais. David ? David se leva lentement. Le plus doux, le plus calme. Toujours un livre en main, un rêve dans les yeux. J'avais 3 ans quand il est parti, je me souviens pas bien de lui. Mais je me souviens que mamie disait « Un père, c'est pas toujours celui qui est là, c'est celui qui reste même quand tout s'effondre. » Je sentis les larmes monter, mais je les retins. J'ai vu mamie laver à la main parce que la machine était cassée. Je l'ai vu lire des histoires même épuisées. Je l'ai si vu tenir la main de papy la dernière nuit. Et ça, pour moi, c'est une famille. Le juge écoutait, en silence, respect. Et pourtant, j'aimerais le connaître, pas comme père, comme homme, parce que je crois que je ne pourrai jamais me comprendre totalement, si je ne sais pas d'où vient une part de moi. Il se tut, sa voix tremblait, pas de faiblesse, de sincérité. Le juge ferma le dossier. Un long soupir. Vos réponses ont été entendues. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas fini. Le tribunal accorde 3 mois de rencontres supervisées avec Laurent, en présence d'un psychologue. Aucune décision parentale ne pourra être prise par lui. J'ai serré mes mains, 3 mois, comme une éternité. Mais s'ils veulent essayer, alors je resterai. Le procès prit fin. Mes garçons vinrent vers moi. Aucun mot. Juste Daniel, qui posa une main sur mon épaule et murmura « Même si un jour on récupère tout ce qu'on a perdu, on restera avec celle qui était là quand il n'y avait rien, sauf toi. Et grand-père. » Chapitre 4. La maison sentait l'oignon doucement revenu. Et un peu la fatigue. Pas celle qui se plaint. Celle qui s'installe dans tes jambes, dans ton dos, dans les plis du silence. Comme quand David marchait sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller son grand-père. Je me tenais devant la cuisinière. Je remuais la soupe. Rien de spécial. Lentilles, carottes, oignons, feuilles de laurier, quelques gouttes de citron pour réveiller le goût. Mais il y avait dans ce geste une tendresse banale. Une tendresse qui dit « Je suis là ». Pendant que le monde s'agite, une grand-mère fait de la soupe. Comme un phare au bord de la tempête. Preuve que la maison tient encore. « Tu mets encore de lait, comme le voulait grand-père ?» demanda Marc en se penchant au-dessus de la marmite comme on regarde un vieux souvenir. Toujours, même s'il disait que ça pique. Et pourtant, il se resservait à chaque fois, souris-je. Daniel et David dressaient la table en silence, comme s'il y avait eu un pacte muet, ne pas parler jusqu'à ce que je commence. Ils attendaient. Moi, je cherchais les mots que j'avais redoutés pendant 15 ans. Quand tous furent assis, je servis la soupe. 3 assiettes. La mienne viendrait plus tard. D'abord, pour eux, bon, soupirai-je. Il est temps que vous sachiez. Ce qu'il s'est passé, vraiment. La maison devint si silencieuse que si une cuillère était tombée, elle aurait résonné comme un tonnerre. Votre maman, je baissai les yeux, est morte lors de son 4e accouchement. C'était une fille. Elle n'a vécu que 2 jours, petite comme mon poing. Sans nom, sans poids, juste un souffle. Puis, plus rien. David écarta machinalement son assiette. Marc baissa les yeux. Daniel ne bougea pas, figé comme un rocher battu par la mer. Laurent. Il n'était pas prêt.
Il hurlait, d'abord contre les médecins, puis contre moi. Il disait que c'était de notre faute, qu'on n'avait pas su la retenir, pas su la sauver. Moi, j'ai essayé de rester forte, mais je pris une gorgée d'eau. Une semaine après, il est parti. Il a laissé un mot. 3 mots. Je ne peux pas. Marc esquissa un rire sec. Classique, minimaliste. Je souris malgré les larmes. Alors j'ai cru que c'était fini. Plus d'argent, plus de travail. 3 enfants. Mais Georges est rentré ce soir-là, a mis la bouilloire et a dit « Bon, madame, on recommence ?» Il était un héros, murmura Daniel. Un vieux têtu au cœur doux, corrigeai-je. Et bien plus fiable que votre père. Il vous a transmis ce qu'il avait appris, même à faire ricocher des cailloux, avec l'élégance d'un art. Et le poisson grillé? Tu te souviens? Ajouta David. Avec citron et poivre, même s'il disait « Le poivre, c'est pour ceux qui ont peur du goût ». On rit, un rire fragile, comme du verre fêlé, mais pas encore cassé. Puis, il est parti aussi, dis-je. Lentement, silencieusement, comme s'il ne voulait pas déranger. Je lui ai tenu la main, il a dit « Tu t'en sortiras, tu t'en sors toujours ». Et moi, je pensais « Et si cette fois, je ne peux plus ?» Marc se leva, vint près de moi, posa une main sur la mienne. « Tu as tout fait, même plus que tu ne le crois. On a grandi, on est là, on est normaux. » Non, vous êtes merveilleux, dis-je. J'ai douté, souvent. Je me suis demandé si je nourrissais assez, si je disais les bons mots, si vous n'alliez pas partir à sa recherche, si vous ne m'en voudriez pas. On l'a cherché, dit Daniel. Mais on a trouvé Georges, et toi, parfois, souffla David, je me disais que c'était ma faute, que j'étais trop bruyant, qu'il était parti à cause de moi. Je lui pris la main. David, mon petit, ce n'était pas toi, c'était lui. Il ne savait pas être adulte, et il ne sait toujours pas. Nous restâmes là. La soupe refroidissait, mais dans la cuisine flottait un silence différent. Pas celui de l'attente, celui qu'on entend après la pluie, quand tout a été mouillé, et que, peut-être, on peut enfin respirer. Chapitre 5. Le matin se leva étrangement clair, presque insolent de sa luminosité, comme s'il voulait compenser tous ces jours de pluie, quand je n'avais ni parapluie, ni humeur. Je sirotais mon café sur le balcon, emmitouflé dans le plaid tricoté de mes mains, le même que j'avais commencé quand David était alité, malade. Ce plaid. Chaque maille, une veille sans sommeil, une prière silencieuse, une nuit d'attente. Dans mes mains tremblait une enveloppe blanche comme toutes les autres, mais je la reconnus tout de suite, le logo de la compagnie d'assurance. Mon cœur se tendit, on ne m'écrit jamais pour rien. Et si on écrit, c'est rarement pour de bonnes nouvelles. Nous vous informons que le fonds d'assurance, constitué de son vivant par votre belle-fille Marie Renaud, au bénéfice de Daniel, Marc, David Renaud, s'élève à 740 000 €. Les chiffres dansaient sur le papier comme une comédie que l'on regarde avec un visage de pierre. La gorge me serra, la bouche se dessécha. Nous n'avions jamais su. Personne. Ni moi, ni eux. Ils l'avaient fait. Pour eux. Pour ces 3 cœurs qui avaient survécu. Un geste silencieux d'un homme qui n'espérait peut-être jamais voir ce jour. Je posai la lettre sur la table, allumai une cigarette. La dernière. La dernière fois que j'avais fumé remontait à des années, au temps de Georges, quand il disait « Si l'on doit fumer, que ce soit après un grand moment, ou une grande nouvelle. » Depuis, je n'avais plus touché. Voilà pourquoi il est revenu. Voilà pourquoi tout recommence. Peut-être d'abord un tribunal, puis un intérêt soudain aux enfants. Et maintenant, l'argent. Tout se met en place, comme un mauvais costume ajusté trop vite. Mais je n'étais pas de celles qui tirent dans des conclusions sans preuve. En moi vivait la rigueur des comptables, l'œil curieux de l'ancienne bibliothécaire. Je décidai. Je vérifierai. D'abord auprès de mon amie Catherine Gros, anciennement avocate, aujourd'hui mère de 5 chats, et gardienne informelle de la justice dans notre quartier. Il est désormais jusqu'au cou dans les dettes. Me confia-t-elle un matin, sans lever les yeux de sa tasse de café. Une société espagnole, un mariage fictif, des crédits impayés. Il n'est pas encore fiché parmi les fugitifs, mais son nom apparaît dans une enquête pour fraude financière. Le lien n'est pas prouvé, mais il y a des traces. Je haussai les épaules, secouai la fumée. Donc il est revenu par amour, soufflai-je, plus pour moi que pour elle. Ou par besoin, murmura Catherine tranquillement. Parfois, c'est les deux. Je la remerciai, sortis, marchai dans la rue en réfléchissant. Et s'il essayait vraiment de corriger ce qu'il avait brisé,
mais qu'il ne savait pas comment. Mais je me retins net, comme l'enfant qu'il savait fuir, parce que, comme l'enfant, la confiance ne renaît pas d'un retour tardif. Le soir même, je racontai la lettre à mes garçons. Maman avait souscrit une assurance pour nous ? Demanda Daniel surpris. Pourquoi personne n'a su ? Je secouai la tête. Je suppose que je ne voulais pas que l'argent devienne un but. Je voulais que vous viviez, que vous grandissiez, et qu'aucun dollar ne remplace ce que je vous ai donné. Et papa ? Il savait ? Demanda Marc, les cheveux en bataille. Je fis un geste vague. Je pense que maintenant, oui, sinon tout cela n'aurait pas existé. Marc passa la main dans ses cheveux. Super. Maintenant on est… Quoi ? Des portefeuilles ambulants ? Lança-t-il amèrement. David fronça les sourcils, mais ne répondit pas tout de suite. Et ça change quelque chose ? Demanda-t-il doucement, comme si chaque mot lui coûtait. Non, répondis-je. C'est comme éplucher un oignon. Chaque couche fait pleurer un peu plus fort que la précédente. Je pris une décision. Il fallait le voir. Lui, seul. Pas de procès, pas d'avocat. Rien que des yeux, sans faux semblants. S'il est revenu pour l'argent, qu'il voit que derrière les euros, il y a des années. Pas une banque, une famille, pas des chiffres, des caractères, que l'on n'achète pas. Le thé déjà bu, je posai la tasse vide dans l'évier. Regardai par la fenêtre. Paris dormait, indifférent, magnifique, obstiné. Comme lui, comme moi. La nuit arriva. Silencieuse, comme un accord tacite. Mais je savais. Tôt ou tard, quelqu'un devra décider. Être homme ou excuse. Je fis monter le volume de la radio. Une vieille chanson de mère jouait à l'arrière-plan. Georges l'aimait. Il disait « Tant que tu entends la musique, tu vis. Quand elle s'arrêtera, tu commenceras seulement à survivre. » Je fermai les yeux. Écoutez. Chapitre 6. Le café. Café des Tilleuls. Se dressait là, au coin de la place, comme une vieille carte postale qu'on aurait oublié d'envoyer. Derrière la vitrine, la lumière était douce. Le parquet craquait sous les pas. L'air empestait la cannelle et le caramel, et sentait, je ne saurais définir exactement, mais quelque chose de familier, comme le bois d'un vieux meuble de famille, chargé de souvenirs et de vieux papiers, comme les lettres de mes enfants, rangées autrefois dans un tiroir. Je suis entrée la première, toujours la première, dans les hôpitaux, à l'école, dans la vie de mes petits-enfants. J'ai choisi une table près de la vitre, commandé un thé à la bergamote et un croissant. Je n'avais pas l'intention de le manger. Non. Juste pour sentir que j'existais encore, que j'étais encore en droit d'attendre. Je l'attendais. Depuis des années, depuis 15 ans, et plus encore. Depuis ce vide, cette peur, cette absence de voix. Laurent est arrivé 15 minutes plus tard, sa démarche hésitante, comme celle d'un élève que l'on appelle au tableau alors qu'il n'a pas appris sa leçon. Il portait un manteau gris un peu usé, le visage marqué, les yeux fatigués. Il semblait avoir vieilli. À mon regard, un homme rongé par le regret, ou par la peur. Je ne saurais dire. Il s'assit en face de moi. « Maman, dit-il doucement. Je pensais que tu dirais « Madame », répondis-je sans lever les yeux. Je n'avais pas envie de commencer par un mensonge. Un silence. Le bruit discret de la rue derrière les vitres. Le serveur effleura les tasses. L'air sentait le croissant tiède, le sucre, le thé. Mais le goût de tout cela me paraissait fade. Je pris une gorgée, puis regardai ses mains, maigres, nerveuses. « Tu n'es pas venu pour l'argent » demandai-je calmement. Il baissa les yeux. Après un instant de silence, « Non, je n'en veux pas. »« Ah bon ?» Je laissai mon regard glisser vers la vitre. Les enfants jouaient dehors, des gamins insouciants. Une fille courait après des pigeons, légère comme une pensée. Coïncidence parfaite. Assurance, enfant et toi. Revenu subitement avec des regrets et des désirs de paternité. Il soupira, inclina la tête. « Je suis perdue, maman. J'ai traversé des années dans un brouillard de mots que je ne parvenais pas à dire. Je me souviens de ce jour à la maternité. Je me suis enfuie. J'avais peur. Je ne savais pas vivre sans elle, sans Marie. Et j'ai fui. Moi, je suis faible, maman. Je ne suis pas un héros, comme toi ou comme papa. Je serrai la théière chaude entre mes mains, elle brûlait la peau. Mais je ne retirai pas la main. Tu sais, dis-je, je repense souvent à ce dernier regard. Tu es parti sans te retourner. Peut-être que c'était mieux. Si tu avais regardé, je ne t'aurais jamais laissé partir. Mais tu voulais disparaître.
et tu as disparu. Il hocha la tête. Je les ai vus, tes petits-fils, au tribunal. Ils ont grandi, intelligents, vrais. Il releva les yeux. C'est tout ça, toi, maman? Non, chuchotai-je. C'est la vie. J'ai juste tenu quand c'était l'horreur. Il sortit une feuille de sa poche. Ici, dit-il en la posant sur la table. Une proposition de ma société. On peut arranger l'argent pour qu'il ne soit pas taxé. Je ne veux pas des euros. Je veux être là, d'une manière ou d'une autre. Je la pris sans le regarder. La papier était glacée. Je le déchirai en deux. Puis encore, comme on déchire des promesses que l'on sait ne jamais obtenir. Tu n'as pas compris, dit-il. Sa voix tremblait. Je posai la main sur la sienne, froide. Non, Laurent, c'est toi qui n'as pas compris. L'argent, ce n'est pas une question de fiscalité, c'est une question de confiance. Et tu l'as trahi, sans réserve. Il se tourna vers la fenêtre. Dehors, des enfants s'amusaient. Une fillette courait après des colombes, les bras tendus. Ses pensées semblaient voler avec les pigeons. « Tu me hais » demanda-t-il. « Je t'ai porté 9 mois, répondis-je. Impossible de haïr ce qui a été douloureux, mais aimer aveuglément, je ne le peux plus. » Le croissant resta intact. Le thé refroidit dans la tasse. « Ils ne te revoient pas, toi, juste comme une ombre. Ne les force pas à fouiller un vide s'il n'y a rien pour eux. » Il se leva. L'ombre s'éloigna. Il ne se retourna pas. Je laissai un soupir sortir de ma poitrine. Pas de joie, pas de soulagement, juste calme. Parce que je savais, du fond de mes os, que tout ce que j'ai fait pendant 15 ans, ce n'était pas vain. Je refermai les yeux, puis j'appuyai sur le bouton de la radio. Une chanson d'autrefois, marine, douce, triste, celle que Georges aimait. Il disait « Tant que tu entends la musique, tu vis. Quand elle s'arrêtera, tu commenceras juste à survivre. » La musique monta. Elle vibrait dans mes tempes, dans mon cœur. Je laissai la tasse couler dans l'évier. Le café s'évapora. Et je compris qu'il était temps de prendre une décision. Pas pour lui, pour moi, pour eux, pour les enfants. Chapitre 7. Le téléphone a sonné à 7h13 du matin. D'habitude, à cette heure-là, je sors le pain du four, me dis que si le jour commence avec une croûte tiède, il ne peut pas être complètement mauvais. Mais ce matin, à la place du parfum de pain chaud, c'était l'inquiétude. Un appel d'un numéro inconnu. « Madame Renaud ?» La voix de la police de Paris, froide, professionnelle. « Nous vous informons que Laurent Renaud a été arrêté, soupçonné de participation à des manipulations financières. Il a été interpellé avec une femme, nommée Alicia Brunier. » Je n'ai rien dit. Je me suis juste assise sur un tabouret, comme si mon corps venait de perdre sa gravité. « Il va bien ?» ai-je réussi à demander. « Physiquement, oui. Psychologiquement, difficile de dire. Après l'appel, je suis restée là, le thé dans les mains, froid depuis longtemps. À l'intérieur, c'était le vide, pas de colère. Juste une amertume comme celle d'une soupe trop salée, qu'on finit quand même parce qu'on ne veut pas gâcher. 2 jours plus tard, Laurent a appelé depuis la prison. Sa voix, sourde, comme si elle venait d'une boîte sous le lit. « Maman, Laurent. » Il y eut un silence long, comme si chaque seconde tirait sur une corde. Puis, je ne savais pas que tout tournerait ainsi. Je pensais que ce n'était qu'une formalité, quelques difficultés passagères. Alicia, elle m'a entraînée, moi, je l'ai écoutée, sans mots. « Tu es un homme adulte ?» ai-je dit enfin. Assez de « je ne savais pas ?» Autre silence. « Je voudrais te proposer quelque chose » murmura-t-il après un moment. Je levai les yeux. Même à travers le téléphone, je pouvais sentir comment il les levait. « Qu'est-ce que c'est ? J'ai des documents. Si je les remets à l'enquête, peut-être ma peine sera-t-elle allégée. Mais j'aimerais un échange. Que tu acceptes qu'il reprenne les enfants. Même sous surveillance. Qu'on lui rende l'opportunité de revenir. » Je me levai. Impossible de rester assise pour cette farce. « Tu proposes de troquer des vies contre une réduction de peine ? Tu crois que les enfants sont une monnaie d'échange ?» Je parlais calmement, mais chaque mot pesait. Mon cœur battait comme un roulement de tambour sourd. « Écoute-moi bien, Laurent, tu as eu des chances. Beaucoup de Barcia, beaucoup de fois. Quand Marc s'est cassé le bras, tu n'es pas venu. Quand Daniel a pris sa première excellente note, tu n'as pas appelé. Quand David avait peur du noir, je n'ai pas su comment allumer 2 veilleuses en même temps. Tu avais des chances, tu as raté chacune.
Je parlais encore, plus doucement, mais plus durement que jamais. Tu n'as pas perdu les enfants, tu t'es perdu. Et je ne suis pas douanière. Et les enfants, ce ne sont pas une devise. Il y eut un long silence, comme si sa voix même cherchait un abri. Donc c'est fini? Pour de bon? Demanda-t-il. Je inspirai profondément. Mon regard se perdit à travers la fenêtre, où déjà le jour se levait, indifférent, impitoyable. Fini, c'est quand un être meurt. Tu vis encore. Alors tu as le choix. Être un homme, ou rester l'excuse éternelle. Je raccrochais. Puis, après 1 minute, j'allumai la radio. Une vieille chanson de mère jouait, celle que Georges aimait. Il disait « Tant que tu entends la musique, tu vis. Quand elle s'arrêtera, tu commenceras juste à survivre. » Je poussai le volume un peu plus fort. Chapitre 8. La soirée s'installait doucement. Dans la cuisine flottait l'odeur simple et rassurante des pâtes. Un plat modeste mais familier. Rien d'extraordinaire. Des macaronis juste de quoi tenir la maison à flot. Quelques gouttes d'huile, un peu d'ail et de poivre. Et le reste, c'était nous. Des mains qui portaient, des cœurs qui essayaient de guérir. J'étais assise à ma place, comme le capitaine à son gouvernail, mes 3 garçons autour de la table. Le silence pesait un instant, chargé d'attente. David déposait les assiettes, Marc et Daniel regardaient un d'entre eux, comme s'ils cherchaient chacun une parole qu'ils avaient retenue sliche comme dolgue. Je servis la soupe. Enfin, ce plat modeste, 3 assiettes. Pour eux d'abord, la mienne après. Je pris une profonde inspiration et regardai chacun, l'un après l'autre. Écoutez, commençai-je, vous avez le droit de savoir la vérité, ce qui s'est vraiment passé. La soupe fumait, la lumière au-dessus de la table jetait des ombres douces. Autour, c'était calme, presque sacré. Je leur racontais comment leur mère, notre sœur, était morte lors de son 4e accouchement. C'était une petite fille, mais elle n'a vécu que 2 jours, petite comme un poing, sans nom, sans poids, juste un souffle, puis le silence. Leurs réactions furent différentes. David baissa la tête, Marc détourna le regard, Daniel resta immobile, comme une pierre en bord de mer. Puis je parlais de ce qu'a fait leur père, comment il a fui, comment il avait hurlé sur les médecins, sur moi, accusant. Puis de la note qu'il avait laissée. Je ne peux pas. 3 mots. 3 petits mots pour briser une vie. J'ai senti en moi cette vieille peur. Cette peur qui asphyxie. Mais je me relevai, je continuais. J'ai cru que c'était la fin. Sans travail, sans argent, avec vous 3. Mais ce soir-là, votre grand-père est rentré, il a allumé la bouilloire et il a dit « On recommence. À 0. Vos cœurs ont survécu. Vous êtes restés, vous avez grandi, vous avez vécu. » Ils se regardaient, les yeux brillants. Ni culpabilité, ni colère. Juste un silence chargé d'amour, de blessures, de mémoire. Peut-être que je doutais. Souvent. Que je pensais que je ne vous nourrissais pas assez bien, que je ne disais pas les bons mots, que vous auriez besoin d'un père, que vous alliez le chercher et lui en vouloir. Mais je me suis trompée, dis-je, doucement. Parce que vous avez trouvé bien plus que ça. Vous avez trouvé un foyer, trouvé un sens, et sauvé ma vie. Marc passa une main dans ses cheveux. Daniel posa doucement sa main sur la mienne. David, le plus jeune, leva les yeux. « On t'a cherché ?» dit Daniel. « Mais on a trouvé grand-père. Et toi ? Et moi ?» ajouta Marc. « Je ne regrette rien. Même si parfois j'ai cru que c'était ma faute, » murmura David. « Je sais maintenant que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui manque. » Je serrai leurs mains. La soupe refroidissait, mais la maison, non. Elle vibrait doucement. Comme après un orage, quand l'air sent la terre mouillée et l'espoir. Ce soir, on a mangé, on a respiré, et pour la première fois depuis longtemps, on a cru. Cru que peut-être tout ira bien. Chapitre 9. Le procès s'est tenu fin avril, quand les marronniers de Paris étaient déjà en fleurs, et que l'air portait promesse de renouveau. Pour la première fois depuis des années, je suis venue sans manteau. Le soleil brillait généreusement, comme une voisine qui vous prête du sucre sans vous demander en retour. La salle était la même. Le juge, toujours Monsieur Morisson, avec sa nouvelle plume mais le regard un peu plus relâché. « Monsieur le procureur ?» dit le juge après un dernier regard au dossier. « Laurent Renaud est reconnu coupable de fraude, d'usage de faux documents et de complicité dans des manipulations financières. Peine
5 ans de prison, dont 2 avec possibilité de libération conditionnelle en cas de coopération. Un murmure parcourut la salle. Rien d'euphorique, pas de cris. Juste des regards figés, des respirations retenues. Puis, le juge reprit. Quant à l'autorité parentale, la garde des enfants reste attribuée à Madame Renaud. Les petits-fils majeurs choisiront librement s'ils souhaitent maintenir un lien avec leur père. Je restais immobile. Pas de soulagement, pas de triomphe. Juste un calme inespéré après la tempête. J'ai simplement hoché la tête. La sortie du tribunal, sans fleurs, sans applaudissements. Nous ne sommes pas allés au café, ni à la Seine, ni au parc. Non. Nous sommes rentrés chez nous pour couper une pastèque. C'était David qui l'avait suggéré, presque timidement. Et si ce soir on mangeait comme avant, pastèque, pain et beurre, comme 2 mots d'enfants qui veulent juste sentir que tout n'est pas brisé. Quand nous sommes rentrés, le panier posé sur la table, le fruit fendu, la chair rouge et sucrée. J'ai vu leur visage, un mélange de fatigue, de soulagement, de début de renaissance. L'été arriva. En juillet, Daniel partit. Il venait d'entrer à la faculté de médecine à Lyon. Sur le seuil, il me tendit un petit mot. « Si je deviens bon médecin, c'est parce que tu as soigné non seulement la fièvre, mais aussi la peur. » Marc, lui, s'en alla pour Toulouse, dans une école d'ingénieurs. Avant le départ, il me donna une boîte. C'est un projet, une installation d'arrosage intelligente. Pour tes fleurs ? Il sourit un peu nerveusement. Même si, franchement, ton instinct a toujours été meilleur que la science. David, lui, resta à Paris. Il s'inscrivit dans un atelier de journalisme pour ados. Il commença à écrire. Sur les musiciens de rue, les refuges pour animaux, les vieux qu'on oublie, tout ce que d'autres ne voient pas, mais que lui voulait rendre visible. Puis, un matin de septembre, les 3 frères revinrent, tous ensemble, le même jour. Ils entrèrent comme on entre dans une maison qu'on croit reconstruite. « On a un cadeau pour toi, » dit Marc. « Tu ne mérites pas un simple cadeau. Tu mérites l'univers » ajouta Daniel. « Mais pour l'instant, » dit David en me tendant une clé, « voilà. » Je la pris, les mains tremblantes. À l'autre bout du monde, j'aurais cru que c'était une clé d'appartement. Là, c'était la clé d'une promesse. Nous sommes partis en Provence, dans une petite maison nichée dans un champ de lavande, où l'air sentait le soleil, le miel et la terre chaude. La maison n'était pas grande, mais elle avait une âme. Vieux fauteuil, panier à linge en osier, bibliothèque poussiéreuse, théière à bec sifflant, comme celle qu'on utilisait pour les infusions le soir, en regardant les étoiles après une journée trop pleine. On l'a appelée la maison de Jojo, expliqua David, en l'honneur de grand-père. Je pleurais, vraiment, sans retenue, parce que pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre, du chagrin, des dossiers, des faux espoirs, libre de respirer, de croire, de recommencer. Ils restèrent une semaine. Chaque matin, nous faisions du café ensemble, commencions les nouvelles, débattions du goût des baguettes, rions. Le soir, marshmallows, musique, souvenirs, rêves. Comme autrefois. Puis, un jour, tous les 3 déposèrent une demande officielle, devant un officier d'état civil. Ils renoncèrent à leur patronyme paternel. Ils firent effacer Renaud de leur patronyme, et gardèrent en seulement Renaud, tel que celui de leur mère. « Nous sommes Renaud, » dit Daniel. « Pas par les papiers, par les sens, » ajouta Marc. « Et par le cœur, » conclut David. Un chien recueilli dans un refuge, large, poilu, maladroit, vint vivre avec nous. On l'appela Jojo, parce que, comme dit Marc, ce chien aboie comme grand-père quand quelqu'un oublie de fermer la porte du jardin. Chaque matin maintenant, je bois mon café, j'écoute les oiseaux. Le monde tourne toujours, mais à ma mesure. Et je pense, voilà le sens. Pas que tout soit parfait, mais que tout soit avec amour. Chapitre 10. L'automne en Provence arrive sans prévenir. Ce matin, l'air est déjà frais, mais c'est un froid doux. Comme si le vent voulait simplement rappeler que le temps passe, mais que la maison, elle, reste. Les feuilles tombent doucement, fragiles, comme si on saupoudrait un croissant de sucre glace. Le ciel clair, les ombres longues, tout invite à se poser, à respirer, à regarder ce qui Ostalos. Je me tiens à la fenêtre. La cuisine derrière moi, le parfum du pain frais, de pommes de terre rôties au romarin, une odeur de maison, une odeur de vie. Et dehors, le jardin. La petite tonnelle, les chaises de bois, le panier à linge en osier,
la vieille théière au bec sifflant, les fleurs aux couleurs douces. Tout respire la mémoire. Et en même temps, un présent improbable, fragile, réel. Sur la table, une pile de lettres poussiéreuses, certaines jaunies, d'autres encore nettes, les papiers de jadis, courriers de prison, promesses, regrets, silences qui pesaient des années, mais elles sont là, rangées, non pour être lues, mais pour exister, pour témoigner, pour prouver que tout ce qu'on a vécu n'a pas été en vain. Je sors la plus ancienne. Les doigts effleurent l'écriture tremblée. Puis je la repose. Referme la boîte, monte à l'étagère, attrape un marqueur. Avec une main un peu hésitante, j'écris « Ne pas jeter, peut-être plus tard ». Je descends. Le matin est devenu lumière. Les oiseaux chantent, les enfants ont grandi, ils ont leur vie, leur chemin, leur choix. Mais ce matin, ils sont ici, autour de moi, avec un chien maladroit et doux qui court dans le jardin. Et un thé, chaud, sans hâte. Je m'assois. Je prends une tasse. Le silence est léger, doux. Comme après la pluie, je ferme les yeux. J'écoute le vent, les feuilles, le monde. Et je me dis, voilà, c'est ça, le sens. Pas la perfection, mais l'amour, la vérité, le courage de dire que c'est fini et de laisser la porte ouverte. Si un jour les lettres réveillent à nouveau une mémoire douloureuse, tant pis, je les relirai. Mais aujourd'hui, je choisis de respirer. Parce que maintenant, je vis, vraiment. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, je crois que tout ce que nous avons traversé n'a pas été en vain.